Déjà, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. On va commencer par la première intervention. Donc, on a le plaisir d'accueillir Madame Melchior Graziella, qui est une ancienne enseignante, voilà, qui est députée de la 5e circonscription du Finistère, donc c'est au nord de Brest. Et donc, vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles, de l'éducation et du sport, et ainsi que membre de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a fait venir parce que voilà, vous avez fait un rapport d'information sur cette problématique de l'adaptation des écoles aux enjeux climatiques. Et il nous paraissait important voilà, que les élus prennent connaissance de ce rapport et de savoir un peu où vous en étiez par rapport à toutes ces recherches que vous avez fait lors de ce rapport. Voilà, donc merci beaucoup. Très bien, ben merci. Bonjour à toutes et tous, pardon. Oui, comme vous l'avez dit, donc je suis députée du Finistère. À l'Assemblée, donc nous sommes répartis, hein, il y a 577 députés répartis en 8 commissions permanentes. Et si au premier mandat j'étais dans la commission des affaires économiques, j'ai choisi d'être membre de la commission éducation. Et affaires culturelles et sport parce que bon, c'est vrai que mon passé d'enseignante compte, mais aussi les enjeux liés à l'éducation et ça me paraissait important d'appartenir à cette commission. Alors, parmi donc les commissions auditionnent beaucoup de personnes et enfin pour se faire une idée des sujets, des thématiques qui sont importantes. On auditionne aussi, enfin des syndicats, des ministères, des représentants d'activités et nous avons également la possibilité de proposer des missions d'information sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont importants pour la société. Donc, en l'occurrence, donc en 2020, fin 2022, au cours de l'année 2022, une autre députée donc, euh, Francesca Paschini, une députée écologiste, a proposé donc ce thème de l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques. Et donc ces missions, ces missions, elles sont réalisées avec deux députés en fait qui sont de bords différents pour apporter une certaine neutralité et des points de vue différents. Ça, c'est important de le dire. Donc il y a un appel à candidature et moi ce sujet m'intéressait bon à double titre, comme je l'ai dit, l'éducation c'est un sujet qui me tient à cœur et parce que j'avais également dans le mandat précédent aux affaires économiques travaillé sur la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc j'avais une certaine appétence aussi pour l'écologie et tout ce qui servait un peu à la sobriété et à la préservation de la planète. Nous avons commencé avant de commencer nos auditions, évidemment, pourquoi ce sujet, on l'a choisi pour les raisons que vous avez évoquées, à savoir l'information qui passait dans les médias, le fait aussi qu'on se rende compte qu'il y avait beaucoup de conditions qui n'étaient plus réunies pour que les enfants puissent travailler sereinement et puis pour assurer finalement la continuité du service public, puisque l'école est un dû, je veux dire, pour la société. Donc c'est important que chaque enfant, où qu'il soit, puisse travailler dans de bonnes conditions. Et quand je dis les enfants, je pense aussi aux enseignants, parce qu'on pense au bien-être des élèves, mais il faut aussi penser à celui des enseignants. Donc c'est un peu ce côté alerte, en fait, par les médias, mais aussi évidemment par les prises de position, enfin, par les informations du GIEC. Hein. Tout le monde a cette idée des 4 degrés d'ici la fin du siècle, le plus 4 degrés. Donc, et si on reste sans rien faire, c'est sûr qu'on va dans le mur. Donc, on a bien vu que les vagues de chaleur faisaient partie des événements climatiques récurrents et donc il fallait s'en préoccuper. Comme vous l'avez montré,
On a vu des écoles qui, face à ces bouleversements, ont essayé de bricoler, j'ai envie de dire. Mm, Hein. C'est montré des brumisateurs, des pataugeoires. mm, Bon, c'est temporairement, ça, voilà. mm, S'il y a une canicule une fois tous les 10 ans, on peut peut-être s'en mm. contenter, mais on voit bien que ces événements sont récurrents et qu'il est nécessaire de s'y préparer et donc d'adapter les écoles. Voilà, donc on s'est intéressé à ce sujet et puis on s'est rendu compte que sur le bâti scolaire, en fait, on avait très peu d'informations. Donc, d'où l'intérêt d'aller chercher les informations et de voir comment, et c'est ça l'intérêt du rapport, c'est de voir préconiser pour que les choses changent et qu'on réponde finalement à la question de départ, adapter l'école aux enjeux climatiques. Et donc, du coup, comment vous avez justement étudié ce sujet-là? Comment vous avez été voir des gens? Comment vous avez... Alors, oui, oui, bien sûr. Alors, Ouais. comment on étudie? Alors, bon, une fois qu'on a donc que la commission a accepté l'idée de la mission, donc on met en place une série d'auditions. Donc, ça peut être ça peut être vous, ça peut être des architectes, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être le ministère, ça peut être quelqu'un du GIEC. On essaie de contacter le maximum de personnes qui ont un avis sur la question. On se rend aussi sur place. Et puis, enfin, auparavant, on a aussi défini notre sujet, parce que adapter l'école aux enjeux climatiques, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est concerné. Et là, on avait fait un bon travail, à mon avis, sur la manière d'aborder ce thème, parce qu'on s'est dit, l'école, bien sûr, il y a le bâti scolaire, mais c'est pas que ça. Si on veut adapter l'école aux enjeux climatiques, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Donc, comment euh, informer, sensibiliser, former les élèves et les enseignants d'ailleurs au développement durable, hein, à cette transition éner- euh, cette transition écologique qu'on doit faire. Donc, il y a eu cette préparation. Alors, on avait choisi de travailler sur 5 volets. Donc, le bâti scolaire, la pédagogie, la restauration scolaire aussi, puisque pour la planète, diminuer sa consommation de viande, c'est un geste aussi. La mobilité, comment on va à l'école. Et puis, le dernier, c'était la sobriété, c'est-à-dire comment on peut moins consommer, enfin mieux consommer à Mm, l'école, donc en faisant attention. Alors bon, l'énergie, c'est plutôt le bâti scolaire qui est concerné, mais ça peut être l'eau, comment on préserve l'eau, comment on réutilise peut-être des fournitures scolaires. Enfin voilà. Donc on a voulu par ce rapport balayer tout ce qui concerne mm, l'école, qu'on a vu comme à la fois bon, bien sûr, ça reste un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un lieu c'est une sorte de levier aussi pour mieux consommer, mm. mieux vivre en lien avec l'adaptation aux enjeux climatiques. Et donc, par rapport à ce rapport-là, quels ont été vos principaux constats, en fait, quand vous avez rédigé ce rapport? Alors, on a été assez. Alors, il y a un peu trois aspects. Il y a sur le bâti, sur la végétalisation des cours et puis la sobriété. Enfin, sur ces trois thèmes qui sont plus en lien avec vos Notre fonctions. thématique. Mm, Voilà votre thématique. Alors, sur le bâti scolaire, on a été assez surpris de ce que ça représentait en surface, finalement, mm, les bâtiments, puisque, je reprends mes chiffres, il y a environ 50 millions de mètres carrés en France qui sont occupés par 49 000 écoles publiques qui appartiennent aux communes. Donc c'est quand mm, même, ça représente beaucoup et or il y a que 10 à 15% de ce parc qui a été, enfin qui a subi bénéficié plutôt d'une rénovation thermique. ouais. Donc et le ministère de l'Éducation nationale nous avait dit qu'il y avait que 10, enfin que 10% de ces écoles étaient en état de vétusté avancée.
Donc ça veut dire que c'est un peu un bâti qui a été sans doute un peu négligé parce que quand tout va bien, et puis finalement l'idée enfin le dérèglement climatique, les événements climatiques qu'on subit depuis quelques années, ben, alerté finalement sur les conditions de travail des élèves et des enseignants. On s'est aperçu que ben, mais comme dans d'autres bâtiments communaux, les conditions n'étaient pas remplies. Enfin, on parle beaucoup de passoires thermiques, Mm. c'était le cas à l'école comme ailleurs. Donc, il était temps de s'en occuper. Oui, parce que donc les bâtiments, enfin en général les bâtiments, on dit que ça représente un quart des émissions de dioxyde de carbone. C'est pour ça il faut s'y intéresser. Mais ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Et donc la rénovation thermique, elle répond comme les autres bâtiments maintenant à l'obligation de réduire enfin d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Hein. Donc il était temps de s'y intéresser, sachant que c'est aussi un point qu'on a noté, c'était l'ADEME qui nous avait enfin, alerté là-dessus, c'est parce que souvent les communes ont envie plutôt aussi de reconstruire de construire une école neuve parce que bon voilà c'est mieux et souvent c'est vrai que enfin, ça coûte moins cher et or l'ADEME nous a levé en fait enfin nous a signalé qu'il valait mieux rénover que construire parce que quand comment pardon, la construction est 17 fois plus consommatrice de gaz à effet de serre en fait que la restauration. Donc en fait c'est important quand on a un projet, je dis ça pour les maires qui sont présents, quand on a un projet de refaire une école. Alors je sais bien que la démographie scolaire joue un peu contre nous en ce moment, Mm. mais si jamais enfin la question se posait par rapport à une école qui est un peu enfin qui est une passoire thermique ou en tout cas qui n'a pas le niveau de confort nécessaire, se poser quand même la question de la restaurer plutôt que d'en construire une autre. Et pourquoi c'est important? C'est bon, d'un point de vue de l'environnement, bien sûr, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça je l'ai dit. C'est important pour le bien-être des élèves et de la communauté éducative dans son ensemble, parce qu'on sait qu'on travaille mieux et on apprend mieux dans des conditions euh, thermiques adaptées. C'est important, c'est nécessaire aussi pour des questions budgétaires parce que évidemment on a bien vu hein, le prix de l'électricité qui a flambé et Mm. c'était important justement pour diminuer les coûts de faire de l'isolation thermique. C'est important aussi du point de vue pédagogique, parce que quand on fait des travaux sur une école, souvent on végétalise la cour aussi, donc ça permet d'apprendre des choses. La rénovation, on a des écoles qu'on a vues, et justement dont les chantiers ont été faits pendant que l'école était occupée, et ça apprend les métiers, ça apprend donc ça a un intérêt aussi pédagogique. Et puis, ça a un enjeu d'exemplarité puisque pour les collectivités comme pour comme pour l'État, c'est important de montrer que l'école est un exemple sur ce plan-là aussi, sur le plan de la rénovation et de l'adaptation aux enjeux climatiques. Deuxième point, c'est la végétalisation des cours de récréation, très importante aussi, puisqu'on s'est rendu compte hein, enfin n'importe qui, puisqu'on a tous des écoles dans nos communes, que les cours sont bitumés. Donc c'était facile hein, d'avoir des cours bitumés, on voit tout le monde, c'est facile à surveiller. Et puis le béton, il n'y a pas besoin d'entretenir, donc c'était le bitume, donc c'était facile. Sauf qu'on s'aperçoit que ces cours bitumés sont des vrais îlots de chaleur, puisque de jour comme de nuit, en fait, ça dégage de la chaleur. Et c'est pour ça que beaucoup de grandes villes, hein, le mouvement est parti surtout des grandes villes, ont commencé à végétaliser les cours. Et ça a aussi des avantages à la fois pour créer des îlots de fraîcheur, mais aussi d'un point de vue pédagogique pour la biodiversité. Et on s'est rendu compte aussi que ces cours permettaient plus de mixité entre les enfants. Donc
Enfin, ça reconnecte aussi les enfants à la nature, donc ça a à la fois un avantage d'un point de vue écologique, mais aussi un avantage pédagogique et puis d'initiation, enfin de sensibilisation aussi à la nature, aux saisons, Mm. à, à la biodiversité. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dernier point sur cette question, c'est la sobriété, d'améliorer aussi le confort. En général, quand on rénove, on n'améliore pas seulement le confort thermique, on met des LED à la place des néons, enfin, on travaille sur même les conditions de travail, avec les ombrières qu'on met sur les fenêtres, ça protège, enfin aussi, c'est intéressant. Et puis, le fait de sensibiliser toujours, de pas gaspiller l'eau, d'avoir des gourdes en classe, tout ça, ça contribue en fait à donner un état d'esprit parce qu'on voit que souvent dans les rénovations ou dans les projets comme ça d'école, ce qui est important, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table. C'est pas seulement le directeur de l'école et le maire qui doivent faire leur projet dans leur coin, mais bien toute la communauté éducative, y compris les personnes qui s'occupent de l'entretien, les, les parents d'élèves qui peuvent Mm. aussi avoir un avis, ben, vous, c'est qui est aussi avec votre rôle à jouer, bien sûr. Et enfin, c'est très, de ce qu'on a vu, en fait, les plus belles réalisations qu'on a vues, c'est celles qui ont vraiment été concertées. Et Mm. quand on parle de rénovation, ça peut être, bon, effectivement, à grande échelle. Et bon, c'est mieux de faire global parce que comme ça, on chasse toutes les déperditions. Mais ça peut être, on l'a vu à Marseille, par exemple, c'est un début, c'est des brasseurs d'air dans les classes, par Mm. exemple. Enfin, souvent, il y avait brasseurs d'air et puis les huisseries qui étaient modifiées, qui changeaient. Les écoles qui sont le plus avancées, il y a vraiment sur la place des ballons d'eau chaude, c'est les huissiers, les ombrières dont je parlais, parfois des modifications de salles de classe, en fait d'aménagement à l'intérieur. Tout ça, ça peut compter. Et c'est marrant parce que justement, quand on discutait avec le maire là, qui va intervenir de Saint-Just-le-Martel et la DGS, elle nous disait justement ce côté hyper important pour que le projet fonctionne bien, de rassembler un maximum de monde, Oui, faire comprendre que voilà, il y a des moments où les enfants vont devoir se déplacer parce qu'il va falloir faire des travaux sur certaines parties du bâtiment et que si on n'a pas les parents d'élèves qui sont vraiment partie prenante du projet, ça devient très compliqué en fait. Donc, oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai dit, mais les enseignants et les élèves aussi, ouais, c'est ouais. important. J'ai vu dans une école primaire des élèves qui ont participé à l'aménagement de la cour Ouais. végétalisée, enfin, pas la cour végétalisée, et c'était vraiment très intéressant. Mm, Ils pensaient, enfin, à des bancs par endroits, mm, enfin, des coins un peu plus dans des coins pour jouer, des coins pour se reposer, des coins pour discuter. Enfin, c'est vraiment et puis des idées pour étudier la biodiversité, des mm, nichoirs des endroits où on peut observer la nature, une petite mm, mare. Enfin, mm, c'est vraiment, il faut vraiment penser ça comme à la fois, évidemment, l'intérêt pour ce qu'on dit, pour préserver la planète et puis pour nous préserver oui. des bouleversements climatiques, mais aussi il y a tout un aspect pédagogique une manière d'intérioriser, voilà, je cherchais le terme, Mm. d'intérioriser en fait ce besoin qu'on a tous de lutter ensemble contre des règlements climatiques, en tout cas de s'adapter. Et donc oui, voilà. Alors après, vous avez un peu, enfin, vous avez répondu. Hein, c'est les principaux défis. Vous en aviez énuméré en gros trois. Hein, c'est le bâtiment, la cour, et puis tout ce qui est question de sobriété pour les élus. Euh, Oui, alors oui, je vois la question. Le principal défi, bah, je crois que effectivement euh, il y a la loi de décentralisation qui avait en fait transféré les les la compétence du bâti scolaire sur les communes en fait sur les maires ou aux maires et et donc, les communes ont dû s'en saisir. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les communes. Alors, il y a beaucoup
de personnes qui peuvent aider, mais le maire ne sait pas forcément à qui s'adresser. Donc, et je crois que la bonne volonté est là. Je crois que les, les, les maires s'en rendent compte. Je vais juste rajouter un point sur le bâti scolaire. J'ai parlé de démographie scolaire. On sait que les écoles commencent enfin, bon, certaines ont des classes fermées. C'est bien de penser dans une rénovation aussi peut-être à ce que certaines pièces salles puissent servir à d'autres, Oui. à des associations, à mutualiser en Oui. fait. Et comme sur la rénovation, j'ai vu aussi des sortes de réseaux de chaleur qui englobaient la salle polyvalente ou la. C'est bien aussi de penser la rénovation en global, Oui. enfin peut-être à l'échelle de la commune aussi. Voilà, Ouais. je fais une petite incise là parce que ça me va bien. Euh, oui, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a alors l'éducation nationale a un référent au niveau académique, il y a une cellule qui s'appelle cellule bâti scolaire, donc qui fournit un peu des fiches outils, voilà. Alors on parle que ces référents, enfin académiques, qui en est un maintenant par département, mais je sais pas si c'est mis en place au moment de notre rapport. On nous disait que ça allait se faire. Aujourd'hui, on sait pas trop où ça en est. Mm. Donc c'est pour essayer de justement de motiver, enfin et de sensibiliser les élus à la nécessité de rénover leurs écoles. Il y a d'autres, ben, le CAUE par exemple, je sais que dans mon département, je ne sais pas si c'est le cas en Gironde, mais avait proposé un appel à projet pour faire avec 50 000 euros en fait pour faire une étude et des travaux pour Mm. végétaliser une cour par exemple. Donc ça permet ben, pour créer un peu des écoles totems. Mm. Et donc exemplaires de façon à ce que les élus voient ce que ça donne et ça puisse donner envie. Enfin, il y a plusieurs enfin, personnes qui peuvent intervenir pour conseiller. Il y a aussi, alors, mais le problème, c'est comment on les trouve, où on les trouve, à qui s'adresser. Ça, c'est toujours la difficulté. Il y a aussi au niveau, ben, parce que l'argent est le nerf de la guerre, hein, les communes, elles ont des dotations, mais bon, enfin, auprès de qui elles peuvent s'adresser. Donc, on sait que le soutien apporté par l'État aux collectivités en matière de rénovation de bâtis scolaires, il y a plus, enfin, passe par diverses dotations, quoi. Il n'y en a pas une dédiée, ça peut être la DETR, je pense Mm. que je parle à des élus, je pense que c'est pas la peine que je traduise, la DETR, la DESIL, la DRI, la DECID pour les départements, la DRI la DRI pour la région, puisque donc il y a toujours commune, département, région pour école, département, lycée. Hein, ça se répartit comme ça. Donc il y a des possibilités. C'est pareil, il y a eu le Fonds vert qui a été aussi lancé en 2023, 22, 23. Et mais voilà, les maires ne savent pas forcément. Alors je dis maire pour les communes, hein, c'est pour les écoles, pardon, à qui s'adresser, comment faire les dossiers. Enfin voilà, pour les petites communes en particulier, c'est compliqué. Voilà, ça a été vraiment je pense que la plus grande difficulté pour les maires, c'est justement de trouver ben, le bon Mm. interlocuteur et le bon financement, parce Mm. que personne ne centralise en fait tout ça, quoi. Ouais. Ouais, et c'est vrai qu'au CAE de la Gironde, mais comme plein de CAE, on accompagne beaucoup en ce moment les élus sur leurs projets, soit de cours d'école ou de bâtiments. Mm. Donc c'est vrai que c'est souvent voilà cette difficulté, cette volonté de le faire, mais cette difficulté de trouver les interlocuteurs, soit pour l'accompagnement technique, mais aussi l'accompagnement financier, quoi. Voilà. Donc voilà, faut Donc, pas hésiter. voilà, exactement. Oui, et donc oui, j'ai parlé des dotations que j'ai nommées, c'est les dotations classiques. Donc oui, il y a eu le plan de relance aussi, dont les bâtiments scolaires ont été les premiers bénéficiaires, avec 1,3 milliard d'euros, et il y avait eu 2440 projets financés. Le fonds vert, donc
dont j'ai parlé, donc c'est le président de la République, il avait lancé en fait en 2022, qui est effectif en janvier 2023 avec 2 milliards d'euros. Mm. Et là aussi, une grosse partie avait bénéficié aux écoles. Et il y a eu ensuite deux autres mesures. Enfin, il y avait une loi du 30 mars 2023 qui a permis aux collectivités territoriales, par dérogation au droit de la commande publique, de faire appel à un tiers financeur qui permet de différer les travaux, différer les paiements, pardon, Mm. pour des travaux qui sont réalisés. Et puis le plan Édurénov, mais je crois que vous entendrez la Banque des Territoires tout à l'heure, Oui. donc ils vous en parleront davantage. Mais bon, ça avait été présenté par le gouvernement en 2023 et ça permet l'investissement de 2 milliards d'euros sur la rénovation de 10 000 écoles. Là aussi, 10 000 écoles exemplaires, Mm. le thème, d'ici 2027 pour des économies d'énergie de 40% au minimum. Et donc là, ce n'est pas une subvention, mais c'est un prêt, Ouais. c'est sous forme de prêt. Donc des interlocuteurs, des financements, mais quand on est une petite commune, par quoi on commence, qui on va voir, Mm. c'est ça c'est ça qui peut poser problème. Alors, quelles sont les principales propositions Proposition, justement, ouais. par rapport à ce que j'ai pu vous dire, et donc en restant bien sûr dans votre thématique. Donc, concernant le bâti, il y avait trois axes de propositions. La première, c'était d'arriver à chiffrer, à répertorier et à établir des diagnostics. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que personne n'avait vraiment de chiffres sur l'état des écoles, des collèges et des lycées. Donc l'idée, c'est de recenser les établissements alors menacés ou en dégradation avancée en fait à l'échelle de chaque préfecture. Donc créer un observatoire du bâti scolaire qui pourrait être pris en charge par la cellule bâti scolaire de l'éducation nationale, effectuer un diagnostic précis et chiffré des besoins de rénovation. Et donc en fonction des besoins, parce que là aussi, des enveloppes ont été lancées, mais on sait pas vraiment si elles sont suffisantes, insuffisantes, si elles devraient être ciblées sur une chose ou une autre. Enfin, il y a quand même un peu un flou. On a l'impression que on lance des idées ou des budgets comme ça sans avoir vraiment de diagnostic de fait auparavant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, préférer la rénovation à la construction. Euh, la construction, ça devrait être l'exception Mm. et la rénovation la règle. Privilégier dans les rénovations les rénovations globales, Mm. parce que sinon il y a toujours des déperditions. Mais ça veut dire rénovation globale dit un coût plus important, Mm. donc ça peut freiner certains. Et puis, prévoir pour, là, alors vous avez parlé d'écoles refuges, que toutes les écoles aient des solutions, enfin, qu'il y ait une sorte de plan canicule pour que les écoles puissent réagir très vite, Mm. ouais, un plan canicule d'urgence pour que chaque école ait son propre mode d'emploi, en fait, c'est en cas de canicule importante, pour préserver toujours la continuité du service public, parce que c'est notre rôle. Donc ça, c'est la partie recensement, on va dire. Deuxième point, c'est financer mieux. C'est donc déjà si on arrive à mieux chiffrer, on saura mieux les enveloppes qu'il faut mettre en face. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il manque un point d'entrée unique, en fait, un guichet pour que les élus locaux puissent sachent où s'adresser pour à la fois pouvoir bénéficier des financements adaptés, donc pour recenser les subventions et aussi trouver l'accompagnement nécessaire pour les accompagner dans leurs projets. Et l'idée, ça pourrait être de le placer, ce guichet unique, en fait, au niveau des préfectures. Parce que D'accord. souvent, ils sont au courant de ce qui se passe sur leur territoire, Mm. sur le département. Autre point, c'était rendre obligatoire les DPE.
et Mm. systématiser les audits parce que c'est bien de faire des choses, mais c'est peut-être bien aussi de savoir si ça remplit bien les conditions. C'est bien de faire un contrôle aussi après. Et puis les diagnostics auparavant pour être sûr que les travaux qui vont être effectués sont bien nécessaires et vont bien au bon endroit, quoi. L'autre, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, peut-être mettre en place une sorte de méthodologie qui indiquerait les parties prenantes à impliquer si on a une rénovation à faire, donc savoir quelles personnes impliquer, savoir peut-être une méthodologie, une sorte de gestion de projet en fait. Mm. Bon, avec un coordinateur qui peut être l'une des parties prenantes, enfin, mais en tout cas, essayer pour gagner du temps, en fait, puisque il y a déjà beaucoup d'écoles qui ont fait ce genre de rénovation, ben, autant avec sans doute des choses bien faites, des choses peut-être qu'elles auraient Mm. modifiées, et puis autant que ça profite aux autres. C'est les Mm. échanges de bonnes pratiques, en fait. C'est ça. Mm. En fait, une sorte de méthodologie que chacun puisse s'approprier. Et puis, comme on disait, c'est pas évident pour un maire de savoir, ou même s'il a des services techniques, de savoir comment aborder les choses ou de voir un peu tous les aspects. Donc, on voyait l'importance de l'ingénierie, Mm. toujours en particulier dans les communes qui ont moins d'habitants, en fait. Ouais. J'aime pas dire les petites communes parce elles valent autant que les grandes, mais qu'on puisse avoir un peu des ingénieries et à ce sujet, on avait proposé que le CEREMA soit renforcé. Et donc, donc j'ai dit recenser, enfin, mieux financer, et puis développer les cours végétalisés. Ça Mm. nous paraissait aussi le point important parce que pour les raisons que j'ai dites, c'est à la fois, ce sont des îlots de fraîcheur et d'ailleurs, et là je reviens à l'idée que c'est bien d'ouvrir les écoles vers l'extérieur parce que c'est une partie de l'année, les écoles elles sont fermées en fait. Mm. Or, euh, or ça peut servir un peu Mm. de parc vert en fait Mm. pour les habitants des environs. Donc et je sais, enfin moi j'ai toujours dans ma une circonscription, une école qui a accepté ça, mais en mettant des caméras, parce que pour éviter les dégradations. Ouais. Mais les enfants peuvent, en plus, dans les cours végétalisés, en général, on met un peu de jeu pour les plus petits, en tout cas pour les plus jeunes. Et donc, ça permet aux enfants du quartier ou de la commune d'en profiter. Mm. Alors que sinon, c'est derrière des grilles et c'est quand même dommage, quoi. Donc voilà par rapport à ces propositions et que vous aviez faites par rapport enfin, à ce rapport d'information. Quelle suite ce rapport? Alors, Que voilà, ouais. Est-ce qu'il y a eu parce que je sais qu'il y a eu une période, mais c'est pareil, hein, une instabilité gouvernementale qui fait que voilà. voilà, ça c'est. Exactement, il Ouais, est sorti, je dirais, un mauvais ouais. dans 2023. Donc un mois après, alors on avait un ministre de l'Éducation nationale qui est devenu Premier Mhm. ministre. Mhm. Euh, bon, pas très longtemps après, on a eu une ministre des Sports qui a pris l'Éducation nationale, qui restait très peu de temps et qui a été remplacée par une autre. Donc c'est donc Gabriel Attal. Léa Castera, après on a eu Madame Belloubet, maintenant c'est Madame Genetet, et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à faire des mesures. Alors, on avait commencé à travailler sur une proposition de loi, D'accord. et en fait, on l'a regardé, c'est sur le bâti. Alors, je vous parlerai après d'une autre proposition de loi qui était à l'initiative du Sénat. Mais sur le bâti scolaire, nous, on n'avait pas. C'est plus du réglementaire, c'est plus des côtés pratiques en fait qu'on voudrait mettre en place. Donc ça dépendait plus du ministère que de la loi. Sur la loi, on avait des points, mais plus pédagogiques, qui pouvaient rentrer dans le code de l'éducation. Et donc avec la Francesca Paschini, l'autre co-rapporteur, on avait en fait opté pour l'idée de faire vivre ce rapport plutôt par le réglementaire que par le législatif. Mais comme je vous l'ai expliqué, quatre ministres en même pas un an, c'est un peu compliqué. Mm. Voilà. Mais nous ne
change pas, donc nous attendons la stabilité, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on espère tous. Voilà, pour continuer, mais il y a parce qu'il y a des idées de bon sens en fait Mm. dans ce rapport. Hein, et puis bon, je crois que légiférer aussi à tout prix, c'est Mm. rajouter des normes, des lois, et puis bon. Parfois, on va plus vite à essayer de mettre en place des choses via les Complémentaire. ministères. Ouais. Mm. Par contre, il y a eu quand même une proposition de loi qui a été déposée par Nadège Havet. C'est une sénatrice du Finistère. Hein, on est Mm. très, très en pointe sur le sujet. Je vais vous dire exactement. C'est donc la loi prévoit, parce que ça parlera aux maires, elle prévoit une dérogation à l'obligation pour les collectivités locales de financer leurs projets d'ouvrage public à hauteur d'au moins 20%. Ça, c'est la loi. Et il s'agit d'un reste à charge minimal par rapport au financement apporté par d'autres personnes publiques. Donc ça, c'était une loi, la loi d'avant. Et maintenant, donc avec la loi de Nadège Havet, c'est cette nouvelle dérogation prévoit qu'en matière de rénovation énergétique des bâtiments scolaires, le reste à charge minimal de la collectivité, maître d'ouvrage, peut être fixé par le préfet à 10% s'il estime que le seuil des 20% est disproportionné au vu de sa capacité financière. D'accord. Ça veut dire que donc avant les communes devaient forcément financer 20%, Mm. et pour les bâtiments scolaires, donc maintenant ils ont, pour les communes d'une certaine taille, d'une petite taille on va dire, enfin, ou en tout cas qui n'a pas les capacités financières, Financière. Mm. elle peut ne financer que 10%. Voilà, ça D'accord. c'est une avancée qui est vraiment à la direction des élus. C'est pour ça qu'elle est partie d'une sénatrice qui sont plus les représentants des collectivités locales. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, puisque le fonds vert, on considère que c'était une bonne mesure, qu'il fallait qu'elle soit renforcée, donc on a déposé, enfin j'ai déposé un amendement pour augmenter le montant du fonds vert. Bon, vous savez que le budget n'a pas été voté, donc c'est pas de chance. Euh, et voilà, donc c'est vrai qu'on c'est compliqué pour nous, et puis en même temps on voit qu'il y a quand même une urgence climatique Mm. et qu'il y a des répercussions. On voit les inondations, on voit les tempêtes, on Mm. voit. Donc nous on en mesure l'urgence, mais malheureusement en ce moment Mm. ça passe après d'autres préoccupations. Voilà. Désolée. Donc, alors, ce qui était intéressant dans cette mission, comme je vous l'ai dit, hein, c'est transpartisan, ces missions d'information. Donc Mm. ça, c'est voilà, comme quoi on peut se réunir sur des sujets, et ça, c'est heureux. Hein, faut pas, je passe le petit message quand même parce que c'est important de le dire, il me semble. Et donc, moi, je pense que enfin, moi, je continuerai à faire. Alors, je dis je continuerai parce que malheureusement, ma collègue rapporteure n'a pas été réélue en Réélu, ouais. 2004, Mm. mais moi je continue à porter ce rapport et à faire avancer. Et s'il y a des avancées à faire avec d'autres députés, d'autres partis, le sujet est suffisamment consensuel Mm. pour qu'on avance ensemble. Bon, bah, merci beaucoup pour cette intervention. Ben, merci en tout cas, et puis Merci. ben, il y a des sujets importants, il ne faut pas les oublier, donc celui-là fait partie.